Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On y va pour les titres. 5,9% de la population mauricienne souffre actuellement de malnutrition, un phénomène souvent invisible mais bien réel. L'insécurité alimentaire exacerbée par la pauvreté et l'inégalité d'accès à une alimentation saine reste un problème de fond. Reportage en début du JT. Maurice se classe 62e sur 127 pays avec un score de 12,8, indiquant une malnutrition modérée. Et bien que la situation soit plus favorable par rapport à ses voisins de la région de l'Afrique de l'Est, des progrès notables ont été réalisés depuis 2020, où le score était de 15,4, un pas important vers l'amélioration de la sécurité alimentaire. Patrick Assierbaden a averti que nous atteindrons un point critique à la fin du mois d'avril, alors que le taux de remplissage des 7 principaux réservoirs est à seulement 41%. En réponse à la PNQ de Joe Lejonga, le ministre a souligné que les périodes sèches, dont le mois de juillet 2024, le plus sec en 120 ans, risquent d'aggraver la situation si les conditions ne s'améliorent pas rapidement. Navin Ramgoolam a annoncé l'arrivée d'experts étrangers pour soutenir la police mauricienne dans l'enquête sur le meurtre de Supramania Kisnen. Le Premier ministre a répondu aux questions de Franco Quirin à l'Assemblée nationale ce matin, précisant qu'il n'était pas satisfait de l'enquête menée sous le précédent gouvernement. L'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Durosne, a présenté la lettre pastorale 2025 sous le thème « Église à venir, marchons avec espérance ». Il a souligné l'importance pour l'Église catholique de s'adapter aux enjeux contemporains pour mieux accomplir sa mission. 5,9% de la population mauricienne vit aujourd'hui dans l'ombre de la malnutrition, un phénomène souvent invisible mais qui touche la société. Si les solutions semblent à portée de main, l'insécurité alimentaire demeure un problème de fond exacerbé par la pauvreté, l'augmentation des prix et l'inégalité d'accès à une alimentation saine. Reportage signé Mima Omir, Mickaël François. Maurice, une île réputée pour son développement économique, pourtant 5,9% des Mauriciens souffrent de malnutrition. Un chiffre alarmant dans un pays où l'alimentation semble abondante. Côté manger, c'est bien difficile. Des gens qui sont aussi même légumes, c'est parfois on vit un petit affaire frais pour lui, un petit frit tout ça là, mais il n'est pas permis nous. Nous la vie bien difficile, il n'est pas facile. Et que ça casse nous faisait tout, nous faisait tout l'almien, nous faisait tout des lots, et ils ont un jour tout quelque chose monté. Et il y a 50 du monde, ils restent dans la carrière, ils plus stressés, ils plus malades. Quand ils guérir, ils plus malades. Des côtés supermarchés, nous faisons fier pas ici, par là-bas. Nous gagnons beau manger, la fois, nous gagnons pas ici, nous gagnons pas là-bas, aux enfants. Mais parfois, pas qu'à dépendre des enfants. Les enfants, c'était dans toute la vie. Parfois, nous besoin faire un choix, ça, supermarché, ça. Parfois, nous pas qu'à faire tous les deux. Si nous faisons bazar, nous pas qu'à faire supermarché. Nous pas qu'à faire légumes. Nous besoin choisir un entre les deux. Légumes, ou bien connaître légumes combien c'est, l'alo combien de vini, le tout qui chose c'est pour nous, c'est pas facile. Face à l'augmentation des prix, certaines familles doivent faire des choix difficiles. Manger sainement devient un luxe, mais la malnutrition ne se limite pas au manque de nourriture. Une alimentation déséquilibrée, riche en produits transformés, a des conséquences directes sur la santé des Mauriciens. Maurice, ne faut pas trop trouver un problème de suralimentation. C'est-à-dire, nous n'avons pas de seuil de pauvreté, donc nous avons tout moyen pour nous nourrir. Mais le gros problème, Maurice, c'est le suralimentation. Et dans le fast-food là, c'est pas une balance derrière. Si vous êtes quand c'est du monde qui veut faire dialyse, et donc, il y a l'alarmant. Face à cette situation, des ONG tentent d'apporter une aide d'urgence, mais est-ce suffisant? Il y a beaucoup de familles qui viennent faire des bons avec nous. Nous faisons un suivi avec eux, nous même faisons une vérification. Est-ce que vraiment dans le cadre d'une parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font un petit peu abus de ce côté-là. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent sur place, viennent prendre le food park. Et il y en a qui nous-mêmes nous en prennent. Il y a beaucoup de vieux monde qui sont pas capables de faire des déplacements, mais même des gens handicapés. Ou bien une famille qui a beaucoup d'enfants qui ont besoin des enfants pour descendre le moment, lui faire des déplacements pour aller quitter sa food park là, sur place. À Maurice, la faim reste une réalité pour des milliers de personnes, une réalité invisible, mais bien présente. Et Maurice se classe 62e sur un total de 127 pays dans le Global Hunger Index avec un score actuel
de 12,8. Ce score situe le pays dans une situation de malnutrition modérée, surtout par rapport à ses voisins de la région de l'Afrique de l'Est. Toutefois, il est à noter que la situation nutritionnelle à Maurice a connu une nette amélioration par rapport à 2020 où le score était de 15,4. Les détails avec Anouk Doukia. En 2024, le score mondial du Global Hunger Index est de 18,3. Un chiffre en légère amélioration par rapport à 2016, mais qui témoigne d'une réalité persistante. 42 pays sont encore en situation de faim alarmante ou grave. Les régions les plus touchées restent l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud, où des millions de personnes luttent encore contre l'insécurité alimentaire. Maurice, classé 62e sur 127 pays, a enregistré un score de 12,8 en 2024, une nette amélioration depuis l'an 2000, où il était de 15,4. Comparé à d'autres pays de la région, Maurice affiche une situation modérée, loin des scores alarmants enregistrés ailleurs. Cependant, si ces progrès sont encourageants, l'insécurité alimentaire reste un défi majeur. Des chiffres qui montrent que la lutte contre l'insécurité alimentaire est loin d'être terminée. L'ONG Foodwise joue un rôle essentiel en luttant contre le gaspillage alimentaire et en redistribuant des repas aux populations vulnérables. En 2024, Foodwise a transformé 342 535 kilos de nourriture en 1,3 million de repas, soit une hausse de 39% par rapport à 2023. Le rapport du Global Hunger Index souligne une réalité inquiétante. 733 millions de personnes n'ont pas un apport calorique suffisant. 2,8 milliards ne peuvent s'offrir une alimentation saine. L'insécurité alimentaire aiguë et la famine progressent dans plusieurs régions du monde. À l'échelle globale, l'objectif faim zéro d'ici 2030 semble de plus en plus hors d'atteinte. Maurice a progressé, mais la lutte contre la faim n'est pas finie. La lutte contre la malnutrition repose en grande partie sur le travail des professionnels de terrain qui interviennent auprès des populations les plus vulnérables. Et en direct avec nous, pour en parler, nous accueillons Patricia Adel, secrétaire générale de Caritas. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qui est la principale cause malnutrition dans Maurice et comment ça va facteur-là affecter la famille? Alors, dans le reportage, déjà, on a eu des témoignages des personnes qui viennent dire que la cherté de la vie et l'accessibilité à des produits de qualité et en quantité est principale cause de la malnutrition à Maurice dans les familles. Il y a même des familles qui travaillent, mais avec l'argent qu'ils ont gagné, quand ils ont besoin répondre à tous les besoins, de sacrifier souvent la qualité et la quantité de nourriture, ce qui fait, menace un problème de malnutrition là. Et au niveau de Caritas, justement, comment vous accompagnez Mandimoun qui est confronté à l'insécurité alimentaire? Alors, à travers l'équipe à travers l'île, nous continuons à essayer de soutenir les familles tant qu'ils nous capables au niveau de l'aide alimentaire, de colis, de vouchers, etc. Mais ce qui nous fait principalement maintenant, c'est à travers nos programmes d'accompagnement. Par exemple, nous avons 19 centres d'éveil et crèches à travers l'île. Grâce au financement de l'ANSIF, nous incluons la sécurité alimentaire dans tous nos projets. Les enfants gagnent goûter, gagnent déjeuner, gagnent goûter l'après-midi avant de aller. Et nous avons aussi l'équipe à travers l'île qui fait un projet de petit déjeuner. Donne aux enfants un petit déjeuner avant de aller à l'école et aussi un lunch pour midi. Et voilà comment, et bien sûr, pour les autres familles qui ne enfants pas à l'école, nous pouvons multiplier une boutique solidaire, c'est-à-dire la boutique que nous vendons un produit alimentaire de base à moins de coût qui est subventionné. Et aussi, un panier solidaire, comment nous travaillons avec un partenaire pour gagner un produit à prix coûtant que une famille capable d'acheter à moins cher pour qu'ils soient capables, gagner une alimentation variée, de qualité et en quantité. Et de manière plus globale, quelle est une solution concrète Caritas capable de proposer pour améliorer la situation? Alors, moi, je crois qu'il y a une grande réflexion
réflexion à faire au niveau national, au niveau ban producteurs des produits alimentaires, au niveau producteurs agricoles, etc. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup de monde nous importe beaucoup de produits et beaucoup de produits là inaccessibles à une famille qui gagne moins, à une qui est pensionnée. Et à une famille, côté des 3 enfants, par exemple, beaucoup de familles, les autres enfants n'ont plus de produits laitiers. Alors, ce qu'on pensait, tout ça, une commodité-là, nous sommes capables de réviser et faire les vignes abordables pour une famille qui est dans le besoin. Patricia Adel, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Et une autre ressource essentielle pour la population, l'eau. Patricia Sirvaden a d'ailleurs averti que nous atteindrons un point critique à la fin du mois d'avril. C'était en réponse à la PNQ de Djolé Jongar ce mardi, avec un taux moyen de remplissage des 7 principaux réservoirs à seulement 41%. La situation est préoccupante. Le ministre a souligné que les périodes sèches traversées par le pays, notamment le mois de juillet 2024, le plus sec des 120 dernières années, risque de créer une crise si les conditions ne s'améliorent pas rapidement. Alwin Sangili. La sécheresse continue de mettre à mal les réserves d'eau du pays. Ce matin au Parlement, le ministre des Services publics, Patricia Sirvaden, a tiré la sonnette d'alarme. Si les pluies d'été restent insuffisantes d'ici fin avril, le pays atteindra un point critique. Nous ne recevons pas la pluie d'été qui, chaque année, remplit nos réservoirs. À la fin d'avril de cette année-ci, nous serons dans une situation encore plus catastrophique parce que même si nos réservoirs ont 40% à ce jour, autour de 40% à ce jour, bien en dessous de 15%, nous allons devoir arrêter les pompages parce qu'il y a de la boue. Face au leader de l'opposition, Djolé Jongar, qui l'a interrogé lors de la Private Notice Question, le ministre a reconnu que la situation s'aggrave et qu'un rationnement plus strict pourrait être envisagé dans les semaines à venir. Le ministre a aussi parlé des mesures d'urgence pour assurer la distribution d'eau potable et éviter un scénario catastrophique. Mais au-delà de l'urgence, la question de la gestion des ressources hydriques refait surface. Le ministre n'a pas manqué de critiquer l'ancien régime, pointant du doigt un manque d'investissement dans les infrastructures hydrauliques. Des experts étrangers bientôt à Maurice pour soutenir la police mauricienne dans l'enquête sur le meurtre de Subramania Kisnen. Annonce de Navin Ramgoolam, le Premier ministre répondait aux questions de Franco Quirin à l'Assemblée nationale ce matin. Il a précisé qu'il n'était pas satisfait de l'enquête menée sous le précédent gouvernement. Élodie Domen. Le corps de Subramania Kisnen, un entrepreneur et agent des candidats du MSM dans la circonscription numéro 8, a été retrouvé partiellement calciné dans un champ de canne à Telfer le 18 octobre 2020, 2 jours après sa disparition. L'affaire est également marquée par la révélation des Kisnen Papers, un carnet où la victime avait noté des dépenses électorales présumées des 3 candidats du MSM aux législatives de 2019. And the new Commissioner of Police has set up a dedicated team at the Central CID to conduct an in-depth inquiry with clear-cut instructions to review all the recorded statements, which are being done now, and reports, and seeking fresh and compelling evidence to identify the perpetrators. Madam Speaker, I have further been informed by the Commissioner of Police that a retired police officer with extensive expertise in criminal investigation has been appointed as advisor to Central CID to look into the whole investigation again. With an extensive background in criminal investigations, he will play a crucial role at the Central CID and assist the department by leveraging his vast experience to elucidate this case. Madam Speaker, I have said it publicly. We will be enlisting the services of inquiry officers from abroad. Avec l'arrivée imminente d'experts étrangers, l'enquête pourrait prendre un nouveau tournant. Reste à voir si cette initiative apportera enfin des réponses aux nombreuses questions encore en suspens.
Marie Cuini et Stéphane Adam s'expriment. C'était à leur sortie du tribunal de Port-Louis mardi. Frères et sœurs ont obtenu la liberté conditionnelle. Ils ont été provisoirement inculpés de conspiracy to defraud. Les deux directeurs de Menlo Park Limited avaient été arrêtés ce matin par l'Anti-Money Laundering Unit du Central CID suite à leur audition. Kevish Luximon, Rukaya, Kerembokas Rafik. Après plusieurs heures d'interrogatoire, le frère et la sœur ont été inculpés. Pour retrouver la liberté, ils ont dû s'acquitter de 2 cautions de 250 000 roupies chacun et signer une reconnaissance de dette de 5 millions de roupies. L'affaire reste sous étroite surveillance des enquêteurs, alors que d'autres développements sont attendus dans ce dossier. La seule chose que je peux vous dire, bonne chance à ramasser ta lettre. Nothing else. Bonne chance à ramasser ta lettre. Nothing else. Je maintiens le fait qu'à 13 jours des élections, c'était le dernier map de Pass Analytics, ok? À 13 jours des élections, le MSM gagne les élections, aussi simple que ça. Un officier a été nommé le 21 novembre, et le même jour, cet officier a avoué qu'il n'y avait pas de cas, qu'elle n'était pas au courant du dossier, mais nevertheless, le 21 novembre, elle vient mettre un cas aux alentours de midi. Donc bonne chance à la MIC maintenant. La police avait un deadline pour nous arrêter aujourd'hui. Allez voir avec la police et à la MIC qu'est-ce qui se trame exactement. Une déclaration qui laisse planer le doute sur les responsabilités dans cette affaire. En attendant, l'enquête suit son cours et l'état des finances de Menlo Park Limited reste sous le radar des autorités. La juge Gayatri Jageshwar-Manna a ordonné à l'État et au ministère de la Jeunesse et des Sports de verser un peu plus de 19 millions de roupies à Aobi Construction Limited. Cela suite à la résiliation d'un contrat par la compagnie d'un complexe pour la construction d'un complexe sportif. La compagnie avait mis fin au contrat après l'annulation de l'attribution en raison d'un changement de circonstances décidé par le ministère concerné. Dans sa plainte déposée le 16 novembre 2020, RB Construction Limited réclamait des dommages au ministère et à l'État après la résiliation du Design and Build Contract pour un complexe sportif à Triolet. Ledwina Ramassormi-Mohen, Elodie Domaine. L'affaire remonte à 2014. Orbi Construction Limited avait obtenu un contrat de 172 millions de roupies pour la construction d'un complexe sportif à Triolet. Mais en mai 2015, le ministère a résilié le contrat, invoquant un changement de circonstances. Le tribunal a estimé que l'État n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, notamment les dispositions de l'article 48 de la Public Procurement Act. Si la compagnie réclamait 49 millions de roupies pour perte de profit et dommages, elle obtiendra finalement 19 millions de roupies sur décision de la Cour. Une affaire qui rappelle que les décisions administratives ont un coût et c'est le contribuable qui, une fois de plus, devra en payer la note. Et c'est un sujet qui sera abordé avec notre invité ce soir. L'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Duron, a présenté ce mardi la lettre pastorale 2025 placée sous le thème « Église à venir, marchons avec espérance ». Face à la presse, il a insisté sur la nécessité pour l'Église catholique de s'adapter aux défis de son temps afin de mieux accomplir sa mission. Monseigneur Duron a mis en avant 5 points clés pour permettre à l'Église de répondre aux défis contemporains. Il a souligné que la mission ecclésiale ne peut être pleinement réalisée que grâce à une cohésion entre toutes les couches de la société. Parmi les problématiques évoquées figurent la drogue en milieu scolaire, les conflits familiaux et d'autres maux sociaux qui affectent la population. Dans ce document, 5 axes prioritaires sont mis en avant pour faire face aux réalités contemporaines. Parmi eux, la lutte contre la drogue en milieu scolaire, les conflits familiaux et les maux sociaux qui fragilisent la société. Sur un problème de société, au contraire, peut-être c'est là pendant le carême qui nous a réfléchi quand nous pays piarés. Qui piarés ça malaise, man jeune là, qui piarés malaise aussi de toutes ces questions de drogue. Mais comment ne pas qu'à bouche de violence qui pour moi est très dramatique comme tout le monde violence à ce point-là bon nous entendez décapiter une dizaine de saisons nous entendons violence dans une couple mais est-ce que nous carrément insensibles qui réflexion nous bien faire la société mauricienne peut-être ce temps du carême c'est un bon temps favorable pour aller ça. Monseigneur Duron insiste sur l'importance de la cohésion sociale et appelle à un engagement renouvelé, guidé par la foi, la solidarité et l'espérance. Un message fort, particulièrement en ce temps de carême qui invite chacun à marcher ensemble vers une église plus proche des réalités humaines.
Un sujet signé Adila Moït Sarwar. Les habitants de la côte est de l'Australie se préparent à l'arrivée du cyclone tropical Alfred qui devrait toucher terre plus tard cette semaine, selon les prévisionnistes australiens. Ce mardi matin, heure locale, le cyclone se trouvait à 550 km à l'est de Brisbane. Selon l'agence météorologique nationale, Dean Naramore, prévisionniste de l'agence, a indiqué qu'Alfred devrait toucher terre jeudi en fin de journée ou vendredi matin entre Brisbane et la Sunshine Coast, à environ 100 km au nord de la ville balnéaire d'Iditarod. Les habitants de la côte est de l'Australie se préparaient ce mardi à l'arrivée du cyclone tropical Alfred qui devrait toucher terre plus tard cette semaine selon les prévisionnistes australiens. Ce matin, le cyclone tropical se trouvait à 550 km à l'est de Brisbane, dans l'est, selon l'agence météorologique nationale. D'après Dean Naramore, prévisionniste de cet organisme, Alfred doit toucher terre jeudi en fin de journée ou vendredi matin entre Brisbane et la Sunshine Coast, à environ 100 km au nord de la ville balnéaire. Environ 3 millions de personnes vivent sur cette partie de la côte est. Les prévisionnistes australiens mettent en garde contre les rafales de vent atteignant 120 km/h et contre un risque de crue soudaine. Le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a ainsi demandé aux autorités locales de se préparer au pire. Alfred serait le premier cyclone tropical à toucher terre dans cette région de l'Australie depuis 1974, selon le météorologue Dean Naramore. Des membres de l'opposition serbe ont allumé des fusées éclairantes et tiré des gaz lacrymogènes lors du premier jour de la session législative de printemps au Parlement à Belgrade ce mardi, en soutien aux manifestations contre la corruption. Des images partagées en ligne montrent ces membres tenant des fusées éclairantes colorées et lançant ce qui semble être des bombes fumigènes de couleur rose et noire pendant cette session houleuse. La présidente du Parlement, Anna Barnabic, a réagi en fustigeant l'opposition pour ces actes. Votre révolution de couleur a échoué et ce pays vivra, ce pays travaillera et ce pays continuera à gagner, a-t-elle lancé, selon des images retransmises en direct. 20h passées de 26 minutes, la suite après la pub. De la santé, de l'avenir. Mars, le mois bleu, pour sensibiliser le cancer côlon. Dépistage essentiel pour ban monsieur et madame à partir de 45 ans. Vin participe dans une campagne sensibilisation jeudi 13 mars 11h à Rochebois Social Welfare Center. Mercredi 19 mars 10h à Saint-Pierre Social Welfare Center. Lundi 24 mars 13h à LSR Caroline Social Welfare Center. Mercredi 26 mars 10h30 à Canfoucro Social Welfare Center. Et jeudi 27 mars midi à Vieux-Grand-Port Social Welfare Center. Inscrire-vous au 86 686. Sa campagne là organisée par Link to Life avec soutien Standard Bank Mauritius. Aujourd'hui, beaucoup de Mauriciens s'est climatisés dans leur case ou dans le bureau. Sa vidéo-là pour aider à comprendre le fonctionnement climatiseur pour aider à diminuer le bill courant. Un climatiseur, c'est le principe cycle réfrigération pour le travail. Un aircon est à deux parties. Un qui trouve à l'extérieur, qui nous appelle outdoor unit, et un à l'intérieur, qui nous appelle indoor unit. Ça deux parties-là connectées avec un tuyau en cuivre qui est recouvert avec un isolant thermique. Dans un aircon, il y a un gaz qui appelle réfrigérant qui servit pour transférer l'air depuis un lassam pour avoir des eaux. Dans outdoor unit, il y a compresseur et condenseur. Et dans indoor unit, il y a détendeur et évaporateur. Dans tous les deux unités, il y a un ventilateur qui circule l'air. Ces quatre éléments-là travaillent dans sa façon-là. Compresseur augmente pression gaz réfrigérant et quand il fait ça, température gaz là monte. Condenseur, c'est une série de tuyaux que le gaz qui sortit dans le compresseur circule. Condenseur servi pour refroidir ce gaz là avec l'aide d'un ventilateur. L'air gaz réfrigérant là liquide qui appelle liquide frigorigène. Détendeur.
quand sa liquide frigorigène la sortie des pics condensaires, il y a un liquide qui peut venir sous haute pression. Détend d'air, sous l'importance, c'est qu'il diminue pression liquide frigorigène là. Évaporateur. Quand le liquide frigorigène là circule dans une série de tuyaux qui appelle évaporateur, il absorbe la chaleur dans la SAM pour les recenser en gaz. Ça fait température l'air l'eau tuyau là diminuer. Ventilateur qui dans indoor unit là fait l'air frais, c'est que l'eau évaporateur circule dans la SAM. C'est ça qu'on appelle l'air conditionné. Ça cycle là continue. Deuxièmement, vous êtes privilégier un climatiseur de type inverter parce qu'il consomme moins de courant. Il est capable de plisser, mais à la longue, vous pose pour souffler. Quelle différence est entre un climatiseur inverter et qu'un on-off? Dans un climatiseur, c'est ce compresseur qui consomme plus beaucoup l'énergie. Climatiseur inverter ajuste vitesse sur compresseur en fonction de quantité salaire et n'a dans la SAM, contrairement à un climatiseur on-off qui sur compresseur roule à une vitesse maximum ou soit l'éteint. La salaire de la SAM est variée selon plusieurs facteurs. Saison. Quantité d'immunes est dans la SAM là. La nuit, les jours, quantité de soleil pétable dans la SAM là, etc. Climatiseur inverter, il comme un accélérateur d'un loto. Quand besoin plus puissance, il donne plus puissance. Quand besoin moins puissance, il diminue. Donc, le plus facile pour un climatiseur inverter servir juste l'énergie qui besoin quand besoin. Ainsi, il consomme moins de courant et qu'il est 20 à 30% plus économique. Nous espérons que vous poursuivez ce petit conseil-là et que vous servir au climatiseur comme besoin pour faire l'économie. Ne ratez pas nos journées découvertes à l'Academy of Design and Innovation à Eben du 7 au 8 mars de 10h à 17h. Venez explorer des créations novatrices, rencontrer des experts du secteur et découvrir les multiples opportunités du design. Inscrivez-vous sur place pour rejoindre à la prochaine rentrée. Pour plus d'informations, contactez-nous au 467 62 77. Imagine, invente et crée ton futur avec nous. Des contrats annulés à la suite d'un changement de régime, ce sont des cas qui finissent devant les tribunaux avec des indemnités de plusieurs millions, voire des milliards de roupies à payer. Comment éviter de telles issues? Quelles réformes doivent être apportées concernant l'attribution des contrats publics? Pour en discuter ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir l'avocat Maître Neil Pilet. Bonsoir. Bonsoir. Nous nous trouvons donc à Betamax et la Aobi Construction Limited. Nous ne pas aller en détail là, mais au final, c'est l'État qui vous a payé. Donc concrètement, qui a une conséquence juridique pour l'État quand annule un contrat? Alors évidemment, quand on a un contrat, le contrat c'est la loi qui régit la relation entre les deux parties. Et évidemment, on peut pas casser un contrat comme ça même. Bien normalement un contrat qui est bien drafté, qui est bien rédigé, il y a une clause qui permet quand même parfois de casser le contrat, de sortir hors de cette relation. Mais il faut suivre les termes de ce contrat pour justement ne pas avoir à payer des indemnités. D'accord? Évidemment, quand pas suivre un terme du contrat, ou bien qui paie une justification adéquate avant qu'il casse le contrat, là, évidemment, il y a un risque de poursuite pour dommages et intérêts, surtout pour rupture de contrat. Et justement, quel est le principal défi qu'une entreprise privée rencontre quand un contrat annulé par l'État? Quand un contrat annulé, malheureusement, vous avez besoin de suivre une certaine procédure, que vous avez besoin d'avoir une mise en demeure à l'État, parce qu'il y a la loi qui s'appelle le State Proceedings Act. Quand on décide pour poursuivre l'État, ou bien envoyer une mise en demeure, on peut supposer
souvent des fois, il y a un échange qui n'arrivait entre les deux parties pour des bonnes raisons qui fait terminer le contrat, bonne précision. Vous avez quand même pas mal d'échanges qu'il fait, qui arrivaient à un certain point. Une partie, c'est-à-dire la partie qui supposait effectuer le contrat, pensait qu'il termine le contrat de façon illégale et donc il y a une rupture de contrat. Et là, comme on dit, il a envoyé une mise en demeure d'après le State Proceedings Act. Et puis, après un certain délai qui est écoulé, là, il décide pour rentrer en caisse la cour. D'accord? Donc, dépendant évidemment du montant du préjudice du contrat, surtout, là, vous inquiétez pas pour avoir qui est ça au niveau de la cour district, la cour intermédiaire ou même la cour suprême. Mais bon, normalement, quand on fait cause d'État, c'est quand même un montant qu'il a au 2 millions qui est impliqué. Donc, en général, il faut bien loger qui est ça devant la cour suprême. Et là aussi, il y a plusieurs divisions de la cour suprême, et dépendant de la nature du contrat. Et ensuite, donc, là, la poursuite commence. Et ça peut durer quand même quelques années avant que finalement gagne un jugement de la Cour suprême. Alors, avant même qu'il nous arrive à tout ça, est-ce qu'il y a un mécanisme de protection pour une entreprise pour garantir cette sécurité juridique quand il y a un exercice à location contrat public? Écoutez, normalement, justement, quand il y a un contrat qui n'a pas la location publique, c'est qu'il y a quand même toute une procédure de tender, etc., qui fait derrière, close the tenders, et puis l'évaluation des tenders, normalement, il y a une bid evaluation committee qui fait, et qui donc, pour assessment différents bids qu'il fait, et puis fait ses recommandations au management de l'organisation concernée. Et puis, il est là, le contrat est alloué. Et normalement, terme du tender sont très stricts, bien comply, bien adhèrent à ce terme-là. Et ensuite, si la compagnie qui gagne le tender, là, il y a un contrat bon et du forme évidemment qui peut drafter, et vous passe à travers le bureau de l'Attorney General, et puis le contrat va être signé. Et normalement, bien sûr, on peut rentrer dans une relation, donc un contrat. Les deux parties ont le droit de négocier même sur certains termes du contrat. Parfois, pas tous les termes sont négociables. Et puis, évidemment, si ça a été accepté, il y a une protection inhérente qui mettait par rapport non seulement à la performance du contrat, mais aussi sur le cas côté d'une rupture de contrat, pour quand même pas mal de raisons qui sont capables, dépendant encore une fois sur la nature du contrat, la nature de la chose qui concerne le contrat, la nature de la performance même du contrat. Alors, comment nous sommes capables justement d'améliorer tout ce qui concerne la transparence et l'équité quand nous cause attribution contrat public? Écoutez, la transparence, c'est juste qu'à la fin du jour, quand nous cause l'argent public, il y a quand même une énorme mesure de redevabilité, de accountability. Donc, pour moi, quand allouer un contrat, le gouvernement alloue un contrat, il y a un devoir de la part des officiers du gouvernement pour faire ce travail correctement et surtout de monitorer adéquatement la performance de ce contrat. Et si ça passe comme il le faut, et qui des deux côtés, il y a quand même un professionnalisme qui est installé et une observation stricte du devoir de redevabilité, ben, en principe, le contrat est supposé passer et effectuer comme c'est des roulettes. Malheureusement, il y a quand même une culture d'impunité que nous trouvons souvent, de part et d'autre. Je ne parle surtout, mais tout sur le tour des officiers du gouvernement. Ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, nous maintenant vivons dans l'État. Pour moi, comme le professionnalisme n'est pas tout le temps au rendez-vous, que souvent le accountability n'est pas au rendez-vous, et il a un petit peu sa mentalité souvent, de part et d'autre, encore une fois, que pas molose, hein, ça, mais laisse couler. Après, nous va guetter. Alors, ce qu'il dit, vous ne pas réaliser, c'est que c'est l'argent public, c'est où l'argent, c'est molosant, c'est l'argent tout le monde.
D'accord? Nous nous trouvons que récemment, d'après ce qui va un rapport qui nous tendait, qu'il y a un réservoir qui apparemment est construit, qui n'est pas bon, qui n'est pas capable de servir, qui nous coûte mon corps, si mon mémoire, bon, dans les 75 millions. Mais on rend compte, nous n'avons pas 75 roupies là. Depuis que 75 millions qui sont capables d'utiliser dans d'autres choses pour des projets qui bénéficient la population. Justement, construire un réservoir maintenant, quand dans un banc de sécheresse aussi sévère que ça, c'est une affaire primordiale. Alors, évidemment, si le travail a été mal fait, excusez-moi, ben, il faut que les responsables payent. Et il faut examiner depuis le commencement l'allocation du contrat, la façon que le contrat a été effectué, la compétence des gens qui ont été mis là, de part et d'autre, que ce soit de celui qui va construire et celui qui est supposé être le client, donc qui moniteur ce contrat, et donc tenir responsable ceux qui justement ont fauté. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de couleur politique là. Quelqu'un qui ne fait pas son travail correctement doit être pris à partie et on doit le mettre devant ses responsabilités. Alors justement, pour arriver à ça, est-ce que selon vous, nous allons vers la création d'un organisme, par exemple, qui est capable d'être responsable à l'allocation d'un contrat? Écoutez, nous avons quand même le Procurement Board qu'il a. D'accord. Mais comme on peut dire, organisme, c'est un organisme indépendant des ministères, donc qui est capable d'étudier tout un aspect du contrat et de celui qui peut envie de gagner le contrat. Alors, prenez-moi Maureen, tu veux comment ça, organisme indépendant là. Parce que toute organisation qui est à Maurice, vous êtes content, t'appelez justement et dire nous indépendants. Mais il faut justement walk the talk. Et être vraiment indépendant et avoir la capacité de dire à monsieur X, Y, Z qui vous contacte dans le gouvernement, excusez-moi monsieur, on m'a mis là pour une raison. Ne fourrez pas votre nez là. D'accord? Mais aujourd'hui, malheureusement, on peut mettre toutes les organisations qu'on veut, changer les noms, les appellations. Il faut juste avoir la culture, je crois. Par coïncidence, mon père était ce matin sur les ondes d'une radio, il l'a dit, c'est une question de culture. Mettez toutes les organisations que vous voulez, mettez toutes les lois que vous voulez. Si on n'a pas la culture du respect des lois, la culture de faire un travail professionnel, ça ne servira absolument à rien. Si chacun prenait ses responsabilités et faisait son travail correctement, avec la rigueur qu'il soit, et ne va pas cut corners, ben, évidemment, on n'aurait pas ce genre de problème qu'on a vu récemment ou qu'on voit à chaque changement de gouvernement. Justement, quand on cause à chaque changement de gouvernement, qui est capable d'amener un gouvernement à annuler un contrat? Écoutez, les raisons sont diverses. Peut-être le contrat a été mal fait, mais il y a d'autres considérations extra qui sont hauts du contrat qui peut-être quelquefois rentrent en jeu. Donc, moi, je ne veux pas spéculer dessus, mais à ceux qui prennent les décisions d'être devant leur responsabilité et de voir s'ils l'ont fait, est-ce qu'ils l'ont fait d'après les termes du contrat. Maintenant, allons être plus clairs. S'il y a des enjeux, la politique qui s'en mêle, ben, la politique a intérêt à respecter la loi. D'accord? Parce qu'on a vu qu'on ne le fait pas. C'est le peuple qui le paye à la fin du jour. Justement, nous cause aussi du financement des partis politiques. Alors peut-être une législation en ce qui concerne le financement des partis politiques pour capable mettre un frein. Ça peut être que les donateurs, les possibles donateurs ne peuvent pas capables de gagner un contrat public. Disons que les donateurs, non, encore une fois, s'il y a des donateurs qui sont là, pourquoi pas? Ils doivent pouvoir avoir des contrats publics, mais que ce soit fait de la transparence, que tout le monde est mis sur un pied d'équité, pas d'égalité, d'équité. Il y a une différence entre l'équité et l'égalité. D'accord? Financement politique. Vous savez, à la fin du jour, cette somme de 150 000 roupies, si vous êtes un individuel,
ou 250, excusez-moi, oui, 150 000 roupies si vous êtes un individuel, 250 000 roupies, excusez-moi, vous êtes un individuel, et 150 000 roupies, vous formez partie d'un parti politique. Ça date de quand ça? Ça date de Mathusalem. On est arrivé 2025, c'est pas un moment de réviser tout ça. Faites plus réaliste. Là, le coût de la vie a monté, d'accord? Ça coûte beaucoup plus cher maintenant de partir au bazar qu'il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de cela. Ben, évidemment, c'est la même chose pour faire la politique. Il faut être réaliste. Alors, il faut augmenter ce seuil, mais il faut avoir des contrôles beaucoup plus adéquats. Rigoureux. Et rigoureux. Allons être clair. Quand tous les politiciens viennent faire une déclaration de combien ils ont dépensé, je suis sûr que tout le monde les croit, n'est-ce pas? Qu'ils ont dépensé 150 000 roupies seulement ou 120 000, je ne sais pas quoi, mais allons être sérieux. Celui qui croit ça, ben, je crois qu'il croit toujours au Père Noël. Maître Neil Pilet, merci beaucoup pour votre participation ce soir dans notre Info Soirée. Merci. Je vous remercie. Bonne soirée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à vous.